Le Mali exerce son autorité sur l'ensemble du territoire sous l'impulsion du général d'armée Assimi Goïta. La libération de Kidal, la création de l'école de guerre, la création de camps et postes avancés, l'acquisition des équipements, le recrutement et la formation, autant d'actions qui ont permis la montée en puissance des FAMA pendant les 5 ans de la transition. Ce soir, nous nous intéressons aux acquis des ministères en charge de la défense et de la sécurité. Le port de la perle ou d'un bracelet à la cheville, la pratique est très fréquente et devient un accessoire de mode. Est-ce un symbole de féminité, de séduction ou d'appartenance culturelle? Nous sommes allés à la rencontre des traditionalistes et les actrices. C'est le grand format de la rédaction. La finale de la Super Coupe Générale Assimi Goïta se joue demain entre l'équipe de Mopti et celle de Koulikoro, toutes deux vainqueurs de l'édition en 2022-2024. Les deux équipes affichent une sérénité. Les enjeux de cette finale avec Abdul Karim Kabar. Vous servir est un réel plaisir. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à la grande édition de 20h. L'armée malienne fait sa mue en 5 ans sous la conduite du général d'armée Assimi Goïta. D'énormes réformes ont été faites afin de redonner à l'armée malienne ses lettres de noblesse. Acquisition de matériel de guerre, le recrutement et la formation. Parmi les hauts faits du quinquennat du général Assimi Goïta, la libération de la région de Kidal, la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, des acquis parmi tant d'autres. Retour sur les 5 ans d'exercice sans répit pour les forces de défense avec Ari Dumatina. De par sa position stratégique dans l'attelage gouvernemental, le ministère de la Défense et des anciens combattants, dont la principale mission est de préparer et d'assurer la défense de la patrie en vue de la préservation de l'intégrité territoriale. Avec l'avènement de la transition, surtout avec la rectification, l'armée malienne a progressivement retrouvé son dynamisme de force mature, aguerrie et combative. L'outil de défense affiche une nouvelle image, plus rassurante et enviée. Le chef d'orchestre de ces renouveaux des forces armées maliennes est le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Certes, cela est une évidence qu'il n'y a pas de sécurité absolue. Mais la situation sécuritaire montre clairement l'immensité du chemin parcouru grâce au leadership du chef suprême des armées. Les FAMA ont changé de paradigme. La posture est tournée vers l'offensive, ce qui a permis de renverser la tendance. Le rapport de force est désormais en faveur des forces armées maliennes et la peur a changé de camp, même si beaucoup reste encore à faire. Conformément à la vision du chef de l'État, la refondation des FAMA s'est reposée sur un certain nombre de piliers essentiels, à savoir la professionnalisation de l'armée malienne, le recrutement des milliers de jeunes dans les différents corps. Les soldats maliens sont désormais aguerris, bien managés et bien organisés. La mise à disposition des moyens adaptés au contexte avec l'acquisition des véhicules tactiques de combat, des camions logistiques, d'engins blindés, des vecteurs aériens de combat de tout genre. Dans les airs, tout comme au sol, les forces armées maliennes maîtrisent la situation avec brio. Autre acquis durant les 5 ans, la construction et l'équipement de plusieurs camps militaires à travers le pays. Un ambitieux projet présidentiel qui répond à un vœu ardent exprimé par les populations, notamment de Djema à San, en passant par Kita, Bougouni et Koutchala. Dans toutes ces localités, de nouveaux camps militaires sont construits et dotés d'équipements sophistiqués capables de faire face aux défis sécuritaires actuels. Toujours dans le registre des acquis majeurs, l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. 1000 logements sont en construction à Kati, sur 81 hectares. Concrétisation d'une vision présidentielle. Nous avons aussi l'hôpital militaire de Banankoro en cours de construction. Une infrastructure ultramoderne entièrement financée par le budget national et les travaux sont exécutés par une entreprise malienne. À ces acquis, il faut également noter la formation qui se matérialise par la création de l'école de guerre du Mali.
dont la 4e promotion baptisée Promotion AIS vient de finir son cycle académique il y a quelques jours. La reprise de Kidal par l'armée malienne le mardi 14 novembre 2023 s'inscrit également parmi les acquis significatifs. Cette reconquête a été un succès symbolique majeur car Kidal était un bastion de groupes rebelles et échappait au contrôle de l'État malien depuis 2014. La montée en puissance de l'armée malienne, qui est une évidence, a permis la restauration de l'autorité de l'État sur une grande partie du territoire. Aujourd'hui, l'administration et les services publics sont de nouveau aux côtés des populations dans plusieurs localités jadis difficiles d'accès, entre autres Ber, Tessalit, Menaka et Agueloko. Il faut également souligner la neutralisation de plusieurs chefs terroristes par les FAMA, entre autres Suleiman Ag Bakawa alias Soldat, Ataï Aga Boulke, membre influent de la Katiba, Mamadou Akilou, un chef terroriste nigérien, Abou Dagda et Mohamed Oul Labat. Sous la conduite du département en charge de la défense, conformément à la vision du président de la transition, il y a eu d'importantes réformes institutionnelles et juridiques. Celles-ci ont permis de moderniser l'outil de défense, renforcer la gouvernance et améliorer l'efficacité opérationnelle. Le ministère de la Défense et des anciens combattants, dans l'exécution de son vaste programme de refondation de l'armée malienne durant les 5 ans, a également mis un point d'honneur sur les partenariats bilatéraux et multilatéraux, d'où la coopération avec certaines forces étrangères, notamment la force conjointe de l'AES. Aussi, le département en charge de la défense a mis l'accent sur la communication. C'est ainsi que la DIRPA dispose désormais d'une nouvelle radio, d'une web TV et d'un site internet. La diversification et le recentrage des alliances constituent aujourd'hui des leviers essentiels. Les forces armées maliennes inscrivent leur action dans la recherche et la destruction des groupes armés terroristes dans leurs sanctuaires afin de préserver l'intégrité territoriale. Avec l'opération Dugukoloko en cours, elles poursuivent le maillage du territoire. Toutefois, quelques difficultés subsistent, mais qui sont gérées de façon progressive, à savoir l'immensité du territoire, la situation géographique avec l'implication des acteurs extérieurs et la mutation complexe des menaces. Oui, tout comme la défense, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a connu une profonde mutation avec un nouveau visage, à celui de sécuriser les populations et leurs biens. C'est dans ce cadre que des patrouilles sont organisées de jour comme de nuit sur l'ensemble du territoire national. Des campagnes de recrutement ont été opérées pour renforcer les effectifs. Plus de 6500 jeunes ont été incorporés, dont 4850 au compte de la police nationale et 1702 pour la protection civile. Tous ces acquis, c'est dans ce reportage signé Bemba Sibi. La sécurité des personnes et de leurs biens, une réalité tangible. En 5 ans, l'une des grandes réformes des autorités de la transition est bien évidemment la sécurité. La montée en puissance des forces de sécurité a permis d'intensifier les opérations de sécurisation, notamment la multiplication des patrouilles diurnes et nocturnes dans les centres urbains et sur les grands axes routiers. La conduite d'opérations antiterroristes, de missions d'escorte et de sécurisation des foires ou encore la sécurisation des zones d'orpaillage ont également été renforcées. Parallèlement, la protection civile a renforcé ses opérations de secours et d'assistance aux victimes. Cette dynamique a permis le retour de l'administration et des services sociaux de base. On enregistre aussi les retours des déplacés et des réfugiés dans plusieurs localités du pays, ainsi que la reprise des activités économiques. Dans la même dynamique, l'aménagement de la carte sécuritaire en réponse aux menaces a contribué à l'occupation effective des positions jadis aux mains des groupes armés terroristes.
antiterroristes. Le maillage territorial est renforcé avec la création de nouvelles unités comme les compagnies d'intervention rapide de la police nationale, la force antiterroriste, le groupement antiterroriste, ce qui a permis de renforcer le dispositif de lutte antiterroriste et de défense opérationnelle du territoire. Ces nouvelles créations ont permis de renforcer les unités déjà existantes que sont les commissariats de police, les brigades territoriales de gendarmerie, les centres de secours, les postes de secours, les pelotons de la garde nationale et les pôles sécurisés de développement et de gouvernance, l'unité mobile de surveillance et d'intervention et le groupement mobile de sécurité. En matière de lutte contre la drogue, l'Office central des stupéfiants a réalisé d'importantes saisies de drogue et de produits stupéfiants. Pour atteindre ces résultats, des moyens conséquents ont été mis à la disposition des forces de sécurité. Le département de la sécurité et de la protection civile a acquis divers équipements tendant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Parmi ces équipements, des armements, des munitions, des moyens de secours, des matériels médicaux, des matériels de maintien d'ordre, des équipements de bureau, des matériels de transmission et de télécommunications, ainsi que des effets d'habillement. Ces efforts procèdent de la volonté de créer les conditions des meilleurs maillages territoriaux de façon à rapprocher les services de sécurité des populations. Pour conférer davantage de commodités aux forces opérationnelles, le département les a dotés de moyens roulants composés de motos, de véhicules d'intervention et de commandement, de bus et de camions de transport de troupes, d'engins spéciaux et de moyens de secours et de lutte contre les incendies. Les hommes chargés de l'utilisation de ces moyens pour sécuriser la population ont vu également leur capacité renforcée à travers diverses formations et recrutements. Des campagnes de recrutement ont été opérées pour renforcer les effectifs. À cet effet, 6552 jeunes ont été incorporés, dont 4850 au compte de la police nationale et 1702 pour la protection civile. Cette dynamique se poursuit avec le recrutement en cours de 3000 éléments composés de 2000 gardiens de paix et 1000 sapeurs de rang. Divers personnels de sécurité ont bénéficié de formations dans les écoles militaires nationales et étrangères. Des formations sur différentes thématiques ont aussi été organisées dans le cadre de la coopération entre pays amis comme le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, l'Égypte, la Russie, la Chine ou encore la Turquie. Avec la création de la Confédération des États du Sahel, la coopération sécuritaire a été renforcée avec le Burkina Faso et le Niger. Il s'est agi de mutualiser les efforts, cela à travers la tenue régulière des rencontres stratégiques, la conduite d'exercices conjoints, les échanges d'informations et de renseignements, la réalisation de patrouilles communes pour mieux assurer la sécurité des populations de la Confédération et asseoir la libre circulation des personnes, des biens et des services. Des projets d'harmonisation des documents d'identité et de voyage ont été initiés. En matière de gestion des crises et catastrophes, le Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC, un outil opérationnel du dispositif de protection civile, permet la mutualisation des efforts et des moyens de l'État. Lors des inondations, le SECOGEC a coordonné les opérations d'évacuation et de mise en sécurité des personnes sinistrées, la distribution de vivres et non-vivres, la réalisation des travaux de curage, d'enlèvement et d'évacuation des déblais des collecteurs et de la diffusion des messages de sensibilisation. Les actions de protection civile et de sécurisation des personnes et de leurs biens engagées par les autorités de la transition émanent d'une vision politique encadrée par des dispositions législatives et réglementaires, mais surtout une réforme en profondeur du système de sécurité. Depuis l'avènement de la transition, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, pour atteindre ses objectifs, a entrepris d'importantes réformes institutionnelles et sécuritaires adaptées à la dynamique du moment, en adéquation avec les plans d'action du gouvernement et les cadres stratégiques de la refondation de l'État. Il s'agit notamment de la militarisation de la police nationale et de la protection civile, la mise en place du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité, la création de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali, le
rattachement du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, l'opérationnalisation de la digitalisation du paiement de contravention, la prise de l'arrêté interministériel interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha sur tout le territoire malien, la production et la mise à disposition d'une carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Ce projet a permis la production de 8 millions de cartes. Et ensemble, soutenons les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire national. D'autres acquis de la transition dans nos éditions futures. Direction la cité des Askia. Le lieutenant-colonel Lassine Kone dirige désormais le 13e régiment. Il remplace le lieutenant-colonel Moussa Ouattara. La cérémonie s'est déroulée sur la place d'armes du camp Firoun à Galensara. L'officier supérieur s'engage à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité au niveau de la région. C'est en présence du colonel Djibril Kone, commissaire théâtre adjoint de l'opération Dougoukoloko et du commandant. Les forces armées maliennes pour cette donation, un geste qui va amoindrir la souffrance des villageois. Les villages proprement dit ayant bénéficié de cette assistance sont ceux du carrefour de Djéné, de Promani, de Tombonka, de Madjama, de Si, de Soala et de Diabolo. L'assistance a été caractérisée par un don de riz, de mil et de spaghettis. Voir les bénéficiaires très heureux en cette période de soudure, moment difficile avant les premières récoltes, nous ne faisons que nous en réjouir. Pour les autorités administratives du cercle de Djéné, l'action civilo-militaire vient à point nommé et les populations resteront mobilisées auprès des forces de défense et de sécurité. Ici à Gao, les forces vives du 1er arrondissement dénoncent la tentative de déstabilisation de l'État. Ils ont organisé ce matin un grand meeting sur le terrain municipal de Korofina. Elles apportent ainsi leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Le reportage de Moussa Kamara. Entre chants patriotiques et hommages aux victimes civiles et militaires de la crise que vit le Mali, les forces vives du 1er arrondissement ont sonné la mobilisation au niveau de la commune. Elles réaffirment leur engagement en faveur de la paix, la stabilité et l'unité nationale. Les forces vives du 1er arrondissement sont sorties pour soutenir les institutions de la République du Mali, pour préserver l'acquis qui est quoi, la cohésion sociale, qui est la paix, pour que nous sortons de ce combat invisible afin que le Mali soit un Mali de développement dans le cadre social, économique, santé, enfin dans le cadre de l'eau, hygiène, assainissement. La jeunesse et les femmes abondent dans le même sens. Elles appellent à une mobilisation sans faille pour défendre les acquis de la transition. Ce soutien s'exprime par l'union, ce soutien s'exprime par la vigilance de la jeunesse, ce soutien s'exprime par l'engagement de la jeunesse à faire face, à s'unir comme un soldat. Le maire du 1er arrondissement a réaffirmé l'engagement des autorités locales à défendre les fondements de la République. Nous sommes là ce matin pour apporter notre soutien ferme, le peuple du 1er arrondissement, pour dire que nous ne jamais accepté, nous disons non et non pour les déstabilisations de nos institutions, de toutes nos institutions. En tout cas, le message des autorités du 1er arrondissement est sans ambiguïté. La République ne se négocie pas, elle se défend. Voilà, un meeting tenu ici à Bamako. Et pour être complet, dans la rubrique mensuelle Démêler le vrai du faux, nous revenons sur la tentative de déstabilisation de la transition, une information qui a fait le tour de la toile. Dans l'extrait qui va suivre, vous allez distinguer les faits réels des fictions. Suivons. Dans le contexte de la tentative de déstabilisation du pays survenue au cours du mois d'août dernier, plusieurs vidéos, comme donc vous pouvez le voir ici, ont circulé sur les réseaux sociaux annonçant à tort un coup d'État ou des échanges de tirs visant les autorités de la transition. Dans ce même élan, certaines rumeurs prétendaient sans aucun fondement que le ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara, ainsi que le colonel-major Souleymane Dambélé, directeur de la DIRPA, et le général
de brigade Famouké Kamara, chef d'état-major de la garde nationale du Mali, avait été arrêté. Le ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara, avait été vu publiquement lors d'une mission officielle en Russie, comme vous pouvez le voir ici sur les images. Puis, quelques jours plus tard, au Conseil des ministres, tout souriant. Le général Famouké Kamara, quant à lui, se trouvait en mission officielle à l'intérieur du pays, comme le montre une vidéo diffusée lors du journal télévisé sur la chaîne nationale du Mali. Il s'agit clairement de désinformation destinée à perturber et à manipuler l'opinion publique. Vigilance et discernement s'imposent. Dans la foulée, certains médias étrangers ont repris l'information sur la tentative de déstabilisation du pays, diffusant des récits exagérés concernant les arrestations et évoquant jusqu'à une cinquantaine de personnes interpellées. Or, le communiqué officiel du gouvernement précise clairement que seulement 11 personnes ont été arrêtées. Cette information, alors relayée par les médias internationaux prétendant que 50 personnes ont été arrêtées, est donc du fake. Voilà, et vous pourrez suivre l'intégralité de cette émission juste après ce journal-là. Le gouvernement au chevet des retraités, veuves et orphelins des forestiers disparus, ils ont reçu une importante quantité de vivres. La remise de dons s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et de 2 autres de ses collègues. Une cérémonie empreinte d'émotion et de réconfort suivie par notre reporter Bokari Koulibaly. Le ministre donne le sourire aux veuves et orphelins des forestiers tombés pour la patrie et salue le mérite des retraités. Des enveloppes et autres cadeaux pour les retraités, 3 tonnes de riz, 3 tonnes de mil, 100 bidons d'huile, des pâtes alimentaires pour les veuves, mais aussi des fournitures scolaires pour les orphelins. Demain, Madame Nenna, à Palateni, à Flanateni, à Manini à la paix. Napula, demain, Napolomina, à la Barigadoal, à la Jamana, à la Basuma. Ces gestes, bien que modestes, témoignent notre solidarité. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Nous espérons que ce soutien vous apportera un peu de réconfort. Vos proches disparus ou retraités ont servi avec loyauté et abnégation la sauvegarde de nos forêts, de notre faune et de leurs habitats. Malgré les contraintes et toutes les adversités rencontrées, leur persévérance doit inspirer la jeune génération qui dispose désormais d'outils technologiques modernes pour poursuivre ce noble combat. Cette cérémonie est certes sobre, mais chargée d'émotions. Un moment symbolique qui rappelle que servir la patrie, c'est s'aimer dans la mémoire de la nation. Autre élan de solidarité, c'est celui de l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou. Elle a mis à la disposition de la mairie de la commune urbaine de Tombouctou 4 nouveaux magasins et une aire de vente. L'objectif de cette dotation est de renforcer les capacités opérationnelles de la commune afin de l'aider dans la mobilisation des ressources. Cette remise a été couplée à celle afin de sauver la campagne en cours, suivant les reportages de Moustapha Doumbia et Agali Agagissa. Situé dans le secteur de Kokele, à une dizaine de kilomètres de la route nationale numéro 7, ce champ de maïs au stade des piaisons annonce une bonne récolte. Et c'est dans cette parcelle appartenant aux frères Sangaré et qui s'étend sur plusieurs hectares que les missionnaires de la Direction nationale de l'agriculture ont été accueillis sous une fine pluie. La délégation est venue constater de visu l'évolution de la campagne agricole et écouter les paysans de la région de Bougouni. J'ai à peu près une superficie de 10 hectares comme champ de maïs, mais comme champ de mil et autres. J'ai à peu près 9 autres hectares. L'année dernière, j'ai eu à peu près 30 tonnes, mais je sais que je vais dépasser les 30 tonnes cette année. Les cultivateurs ont besoin de certaines choses, comme les motoculteurs et autres. Autre endroit, autre exploitation agricole, les champs de Bakary Dambélé à Koumantou.
Sur cette exploitation de M. Dambélé, on entend récolter du coton, du maïs, du mil, du sorgho et autres produits agricoles. Ici, les fleurs promettent une bonne campagne et rassurent les visiteurs du jour. Parce que de façon générale, vraiment l'aspect de la culture est bon. C'est vrai, il faut le dire, le démarrage était un peu difficile, puisque à partir de mai, les producteurs avaient commencé à semer, mais avec l'arrêt des poches de sécheresse, donc ils ont été obligés de faire les semis. Donc ça a été vraiment un problème majeur. Mais après, la suite, vraiment, il n'y a pas eu de difficulté majeure. Donc les emblavures sont à peu près à plus de 90% et la situation phytosanitaire vraiment est maîtrisée. Au cours des échanges entre spécialistes et producteurs agricoles, des difficultés dont la rareté et le coût élevé des intrants agricoles, la mauvaise répartition des pluies, la présence des insectes nuisibles par endroits ont été évoqués. Pour les engrais, c'est surtout au niveau de l'urée où il y a un peu de retard. Bon, nous savons que l'acheminement de l'urée dans les pays pose problème et d'ici quelques temps, cet engrais vraiment sera disponible. Il y a les produits antijacides qui sont en train d'être acheminés. Auparavant, le membre de la délégation a rencontré les cadres de la direction régionale de l'agriculture de Bougouni. Les discussions ont porté sur la situation du personnel estimé à 103 travailleurs, dont 15 en formation. Des recommandations dont la distribution à temps de semences des intrants agricoles ont été formulées. C'est une mission de l'interprofession du coton du Mali sur la physionomie de la campagne cotonnière 2025-2026 à un moment où les jacides font leur apparition dans certaines parcelles. La mission s'est d'abord rendue dans un champ de coton à Fana avant de rencontrer les paysans des 10 unions secteurs de cette zone de production. Notre inquiétude, c'est la présence des nuisibles dans les champs de coton et nous constatons cette présence ici. Ces paysans a joué sa partition en enlevant toutes les herbes. Il faut trouver une solution pour que les jacides ne puissent pas compromettre le bon résultat attendu. Nous invitons donc la CMDT à agir très rapidement. La réussite de cette campagne nécessite une synergie entre tous les acteurs. Nous utilisions un produit pour lutter contre les jacides, mais son emploi a été interdit cette année. Nous ne disposons pas encore des produits autorisés pour cette campagne. Il faut qu'on trouve rapidement une solution. Verdoyant, mais cependant le champ est victime d'attaques sévères de jacides. Présentement c'est la période de pullulation de ces jacides là, il faut le reconnaître, mais il faut quand même qu'on apporte rapidement des solutions adéquates. Les produits anti-jacides vont arriver dans peu de temps et on pourra quand même intervenir dans de brefs délais. Suite aux dispositions qui ont été prises par les plusieurs autorités, nous avons reçu les informations comme quoi les produits qui doivent traiter tout cela sont en cours d'acheminement. Habitant de Sangaré-Bourou dans la périphérie de Bamako, depuis plus d'une décennie, ce citoyen de bonne volonté procède à la réhabilitation. Personne. Plus loin, la richesse de la famille.
Souvent c'est sur une seule cheville, souvent c'est sur les deux, ça dépend des moyens de la famille. Mais les formats diffèrent selon le statut. Quand vous êtes jeune fille, c'est lisse et un peu plat qu'on met. Et quand vous vous mariez, c'est plus gros avec beaucoup de rayures et d'ornements. Mais les petites chaînes que nous voyons ici à Bamako et dans les grandes villes, ça ne fait pas partie de notre culture. Ça c'est importé. Ce n'est pas originaire vraiment d'origine malienne. C'est importé. Parce qu'elles ont vu les Indiennes le faire. Elles ont vu également peut-être les femmes arabes et autres alors qui font ça et elles ont imité. Beaucoup de femmes le voient sous cet angle. L'élégance, la féminité, l'individualité, le plaisir. abe mɔgɔ sen pari muso ka masiri dɔ de dɔrɔn a ka di n ye m'a don mɔgɔkɔrɔbaw fana b'a fɔ k'a maɲi dɔɔni dɔrɔn n'o tɛ ne ma kɔrɔ juguman fosi a la a bɛ muso ka masiri dafa dɔrɔn a banna. Le port de la chaîne de cheville, d'autres l'ont carrément délaissé. Leurs proches le perçoivent d'une façon beaucoup moins bien connotée. An ka mɔgɔw t'a fɛ ne yɛrɛ kun y'a dɔn ne bɛnkɛ tun bɛ boli ne kɔ de ko ne k'a bɔ n sen na a m'a kɔrɔ fɛn a b'a kun ka n'a don k'a man ɲi depuis o kɛra ne t'a dɔn bilen. Tiɲɛ na a kun bɛ ne sen na don dɔ fɛ ne b'an kari kɔnɔna ne tɛmɛtɔla cɛ dɔ ko ne ma ko n denmuso ko a hakɛ to k'i siya ka ɲi senna kɔnɔ don ma ko kɔnɔ bɔ i sen na ne k'a wɔ ɲaamɛ ne y'a bɔ n sen na. Quant à notre fervente adepte de ce final touch, Amina, elle migre au Maroc et découvre une toute autre réalité. N'u ye kɔnɔ inumansen na u b'a fɔ sukud maa tamasirɛlenw don ka bɔ maa tɔw cɛ la kinibolo se o b'a jira k'a fɔ muso min don n'a furulen don mais a bɛ se ka manamana ko k'a sen fɛ. An y'a ye mɔgɔ minnu sen na mɔgɔ caman tun tɛ bonya dɔw olu kan bon o de y'a to ne y'a ye muso sen na ne kan ka valeur min don la ne b'o valeur b'o la. Appréciées ou pas, les filles et femmes mariées peuvent s'offrir cette parure selon le poids de leur porte-monnaie. Dɔ bɛ 50 kɛmɛ na fo ka taa se 1000, 1500, 2000, 3000 a kɔni jɔlen don 3000 la nka ni sanu kɔni kɛra la 3000 t'a sɔrɔ dɛ o y'o taalen prix wɛrɛ de la sisan a dɔw bɛ taa fo gramme 200, dɔw bɛ taa gramme 300, dɔw bɛ taa 250 n'a jiginna yɛrɛ a tɛ tɛmɛ gramme 55, gramme 60. parce que dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ fɛ initial ka k'u ta la o tɔgɔ initial bɛ tigɛ ka kole a la. Le dernier modèle, confectionné par Alimami, pesait 59,4 grammes. Il a coûté à la cliente plus de 240 000 francs CFA. Une chose est certaine, ce bijou continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et chacun, selon ses valeurs, lui attribue une signification singulière. Tout à fait, cette chaîne continue de faire parler d'elle. Et nous arrivons à la page AES de cette édition. La page AES nous conduit au pays des hommes intègres. Depuis hier, ce jeudi 4 septembre, le gouvernement burkinabé dispose des moyens pour mobiliser les citoyens pour l'intérêt général, appelé la clause prioritaire pour servir l'État. Pour savoir davantage, je vous invite à suivre le reportage de nos confrères de la RTB, Daouda Ouattara et Moussaki. Désormais, tout citoyen burkinabé peut être mobilisé pour la sauvegarde de l'intérêt général du pays. La décision est actée par le gouvernement en Conseil des ministres. Cette décision se veut souveraine pour une mobilisation des filles et fils du pays autour des idéaux de développement. Et cela s'appelle la clause prioritaire de servir l'État. Alors, cette clause implique pour ceux qui sont déjà fonctionnaires, ou tous ceux qui sont déjà agents publics, de se tenir à la disposition de l'État pour une durée minimum de 15 ans. 15 ans parce que c'est déjà la retraite proportionnelle. Mais avant 15 ans, si vous devez partir, selon que l'État vous l'accorde, parce qu'il y a des dispositions qui sont prévues pour les démissions,
Mais si c'est avant 15 ans, vous êtes tenu de rembourser tout ce que... Il y a 80 ans, après 14 années d'une lutte acharnée et persévérante, le peuple chinois a remporté la grande victoire de la guerre et a défendu fermement la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, marquant un tournant historique où la nation chinoise est passée de la profonde crise qu'elle traversait depuis les temps modernes vers la voie du grand renouveau de la nation. Ces moments historiques célébrés par les peuples chinois partout à travers le monde sous les thèmes à la mémoire du passé, pour la paix d'aujourd'hui, l'avenir partagé, a vu la participation du peuple nigérien pour illustrer une coopération dynamique fondée sur le respect mutuel et le renforcement des valeurs culturelles entre le Niger et la Chine. L'organisation de la présente activité au Centre culturel nigérien Mustapha Alassane cadre parfaitement avec les objectifs de la politique culturelle nationale car elle valorise l'identité et la diversité culturelle. Au cours de la guerre, le peuple chinois a forgé le grand esprit de résistance, a rappelé l'ambassadeur désigné de la République populaire de Chine au Niger, avant de réaffirmer la volonté de son pays à œuvrer conjointement avec le Niger pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement du monde afin de construire ensemble un avenir meilleur pour l'humanité. Et dans la capitale du Ouagadougou, les forces vives s'approprient la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Elles étaient réunies avec les autorités de la région pour une séance d'information afin qu'elles soient des relais. Le reportage de Idrissa Keïta depuis Nara. Dans la dynamique de vulgarisation à grande échelle du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, les forces vives de Nara prennent connaissance du contenu de ce document. Les différents articles sont lus et expliqués aux forces vives qui constituent des relais efficaces de vulgarisation. Les forces vives de la région de Nara ont exprimé leur vive satisfaction par rapport à ce document de référence qui est la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et en même temps, les forces vives ont réitéré leur entier accompagnement et soutien aux autorités de la transition.